L'Ukraine aurait donc tenté d'éliminer physiquement Vladimir Poutine à l'occasion d'un de ses déplacements. Alors disons-le clairement, selon la vieille formule toujours en vigueur, l'information c'est souvent la première victime de la guerre. Et ici, le soir, on évite de vous parler de 90% des informations qui passent et qui nous paraissent fantaisistes. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'emparer de cette information? D'abord parce qu'effectivement, vous en avez sans doute entendu parler. Elle est suffisamment importante pour qu'on en parle. Ensuite, parce qu'en remontant à la source, en vérifiant les éléments de contexte, on s'est tout de même aperçu que ça n'était pas aussi fantaisiste que ça pourrait en avoir l'air. Donc il y a des éléments qui, objectivement, peuvent donner corps, non pas accréditer, mais en tout cas qui confirment certaines des déclarations de la source de ces informations. Au-delà, il y a aussi des choses qui permettent de la relativiser. Et il faut le dire clairement, ce soir, à l'exception de quelques titres, la presse anglo-saxonne, qui est souvent la première sur l'info de cette guerre, et pour cause, les services de renseignement britanniques et américains ont montré dès le début de l'invasion qu'ils étaient parmi les mieux renseignés, la presse anglo-saxonne ne la reprend pas encore. Mais voilà, vous en avez sans doute entendu parler, on va montrer pourquoi il y a peut-être des raisons de la juger plausible, et pourquoi il y a aussi des raisons de s'en défier, de faire très attention. Voici les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, cette tentative d'élimination physique de Vladimir Poutine, elle part de ce dont on vous parlait en début de semaine, c'est-à-dire de cette histoire du drone ukrainien retrouvé pas très loin de Moscou. Que sait-on sur le sujet ? On vous en parlait en effet dès lundi, ce drone qui était ukrainien et qui contenait bel et bien 17 kilos d'explosifs. Il s'est écrasé dimanche dans cette forêt, la forêt de Noginsk, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Moscou. Chacun s'était demandé quel était le but de cette opération et quelle était éventuellement la cible. Ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est qu'un déplacement de Vladimir Poutine était prévu à ce moment-là, dans cette zone exacte, à une vingtaine de kilomètres de là. C'est incontestable. La chaîne d'État Russia One annonçait elle-même ce déplacement la veille. Regardez. В следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей России. Конечно, в первую очередь речь пойдет о запредельно острой международной обстановке. Также, по нашей информации, на следующей неделе Путин посетит один из индустриальных парков Москвы. И, конечно, стоит ждать и много других новостей. Voilà, c'est donc avéré, le président russe devait aller visiter ce parc industriel récemment construit dans le village de Roudnevo, donc tout près précisément du lieu du crash. Autre preuve, des habitants du village annonçaient même les préparatifs entre guillemets de ce déplacement avec des photos du parc qui montraient une pelouse aspergée de peinture verte pour faire bonne figure. Précision, ce déplacement a finalement été annulé au dernier moment. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a d'ailleurs tenu à le préciser au lendemain de l'annonce du crash. Le président russe Vladimir Poutine travaille au Kremlin. Le chef d'État ne prévoit pas d'événements publics majeurs. Ça, c'est l'histoire dans l'histoire. On recouvre les pelouses de peinture verte. C'est le village Potemkin, c'est la version moderne, quand Vladimir Poutine va se déplacer. Alors cette information, qui est donc exacte, a été donnée par un homme qui prétend être proche des services secrets ukrainiens et qui va donc beaucoup plus loin. C'est lui qui affirme que ce drone visait Vladimir Poutine. Qui est cet homme ? Voilà, cet homme, c'est Yuri Romanenko, un activiste et blogueur ukrainien. Il est suivi par 42 000 personnes sur Telegram. Vous l'avez dit, David, il se dit proche des services de renseignement ukrainiens. Et voilà ce qu'il affirme. Les renseignements ukrainiens avaient reçu des informations sur la visite de Poutine dans le parc industriel de Roudnevo. Et c'est à ce moment-là que l'Ukraine a décidé de lancer ce drone kamikaze. Selon plusieurs journalistes ukrainiens que nous avons consultés, cet homme a sans doute de très bonnes sources à ce jour. Aucune des informations qu'il a livrées n'a été contredite. Mais de là à en déduire que cette information est exacte, il y a évidemment un pas très difficile à franchir. Pourquoi ? Eh bien parce que vous l'avez dit, David, tout à l'heure, cette information n'est ni reprise, ni même commentée par aucun de ses semblables. Le Kiev Independent n'en dit pas un mot. Les blogueurs ukrainiens qui suivent la guerre n'en disent pas un mot. Ne parlons pas, bien sûr, des autorités ukrainiennes qui n'ont pas l'habitude de commenter ce type d'informations.
Alors, autre élément d'appréciation qu'on a voulu vous donner, on sait que l'Ukraine lance des attaques sur le sol russe. Je crois que c'est avéré, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que l'une de ces attaques a déjà été ciblée contre un homme? Est-ce qu'une de ces attaques a déjà ciblé physiquement un homme, un dirigeant? Non, il n'y a pas eu de façon confirmée d'attaque visant une cible humaine. Il y a deux interrogations dont on a souvent parlé ici même. L'attaque contre Alexandre Douguine, un idéologue russe proche du Kremlin qui a coûté la vie à sa fille dans l'explosion de sa voiture dans la région de Moscou. Les auteurs de cette attaque n'ont jamais été identifiés. Et puis plus récemment, le célèbre blogueur russe Vladen Tatarsky, tué le 2 avril dans l'explosion d'une statue piégée dans un café de Saint-Pétersbourg. Il était fervent défenseur de l'offensive militaire en Ukraine. Là encore, il est impossible de savoir entre une origine ukrainienne et celle de rivalité interne en Russie. Merci Aurélie. Ajoutons qu'à chaque fois, les autorités ukrainiennes ne parlent pas. Elles ne disent rien et elles s'abstiennent, même lorsqu'il est évident, et là je ne parle pas des attentats ciblés contre des personnes physiques, mais même lorsqu'il y a des attaques qui clairement peuvent leur être attribuées, c'est silence radio. Ma question est toute simple. Quelle est votre perception, votre analyse? Est-ce que c'est plausible? Parce que ce blogueur était le premier à annoncer qu'il y avait une visite de Vladimir Poutine. On a cherché à vérifier. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une visite de Vladimir Poutine qui a été prévue. Comme le dit Aurélie, de là à imaginer ce qui s'est passé, il y a un pas gigantesque. Quel est votre sentiment, Dominique? Alors écoutez, David, lundi, nous en avions parlé. Depuis, j'ai creusé un peu le sujet. Le drone en question est un drone qui est plutôt utilisé pour la surveillance, mais qui peut porter une charge. Effectivement, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la charge, on la voit à un moment, elle est encore emballée comme pour une livraison. Le troisième point, c'est que, comme vous tout à l'heure c'était expliqué... Pardon, quand vous dites elle est emballée comme pour une livraison, c'est-à-dire que ça aurait pu être une façon de livrer une charge à des opposants intérieurs ou à des Ukrainiens. C'est la suite de mon développement. Vous avez demandé si des personnes avaient été visées. Les personnes ont été visées par des bombes explosives et pas par des drones. Les drones ont attaqué des bases, mais en revanche, il a bien fallu avoir des explosifs pour faire les deux attentats dont on a parlé tout à l'heure. Mais on ne sait pas s'ils sont d'origine ukrainienne à ce jour. Oui, enfin, il y a quand même quelques chances pour que ce soit lié. Je ne dis pas que c'est ukrainien, mais que ce soit lié. Ça peut être livré à des opposants qui, eux, travaillent à l'intérieur. Et donc, en questionnant des spécialistes, ils m'ont dit, c'est quand même étrange que cette charge de 17 kilos, c'est important 17 kilos, hein, très important, n'a pas de détonateur et d'amorçage, parce que normalement, elle aurait dû exploser. Or là, elle a été prise en l'état. Et donc, ça abonde plutôt dans le sens d'un drone. Vous savez, les livraisons par air, comme le fait Amazon, ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire une livraison d'un colis explosif à la résistance ou à des commandos infiltrés pour leur donner l'explosif de façon à ce qu'eux puissent... À ce moment-là, on rejoint l'hypothèse d'une attaque contre Poutine, c'est-à-dire cet explosif étant livré, il serait mis quelque part, 17 kilos encore une fois, c'est très important, donc à un endroit où ça pourrait toucher Poutine. Mais qu'un drone de ce type-là soit employé pour viser directement Poutine, ça, personne n'y croit. Personne n'y croit. Non, c'est trop... Enfin, vous voyez le drone? Bon, je veux dire, c'est pas un drone qui va taper à l'endroit où est Poutine. Alors, en plus, bon, ce drone est tombé avant. Deux raisons pour lesquelles il est tombé avant. La première, c'est que la charge 17 kg est importante. Et donc, comme vous le savez, les drones sont faits pour voler une certaine distance. Mais si vous alourdissez le drone, eh ben, vous réduisez la distance. Et donc, il est probable qu'il était, comme on dit, short pétrole et qu'il n'est pas arrivé jusqu'à destination. Deuxième hypothèse qui avait été évoquée tout à fait au début, c'est que le GPS n'était pas très précis et qu'en fait, le drone a touché la cime des arbres et du coup est tombé. Maintenant, je ne vois pas les arbres, les ailes abîmées, donc je me pose un peu la question. Mais bref, le drone est tombé tout seul et non pas par le fait de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est aussi accessoirement un enseignement, c'est que les forces antiaériennes russes, visiblement, c'est un gruyère. Ah oui, mais parce qu'un drone comme ça, vous voyez, il vole assez bas en fait. Hein. C'est pas un drone qui vole très haut. C'est un vol. Donc il a eu un vol assez bas
qui a fait qu'il est passé sous les signaux radar, ce qui est une preuve de vulnérabilité du système russe. Pendant clairement. 400 ou 500 kilomètres. Ouais. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus, Pascal Petit? Il y a trois aspects de la question. Alors, il y a la question, l'aspect technique que vient de développer le général. Un drone de cette nature peut-il frapper une cible de manière précise? Donc, je n'ai pas la réponse, mais le général a traité ce point. La deuxième observation, c'est sur la question de la contradiction entre cette opération, si opération il y a eu, et la politique de Kiev, en tout cas du discours tenu par Kiev. Alors c'est la question que j'allais... Les Ukrainiens ont toujours dit qu'il y a eu l'affaire Gerasimov à un moment donné au début du conflit où le chef d'état-major des armées aurait été blessé. On dit que les Américains auraient retenu le bras des Ukrainiens. Je ne sais pas quelle est la vérité. Mais en tout cas, la politique de Kiev n'est pas de viser des personnalités quelles qu'elles soient. Ils préfèrent parler de justice pénale internationale que de victimes. Et puis viser un chef d'État, c'est quand même un acte très très grave. Et la troisième chose, c'est... Vous voulez dire que c'est un type d'action que le régime ukrainien s'interdit? Se défend d'employer. Et troisième point, qui mériterait de long développement, évidemment je ne vais pas les faire ici, c'est la question de la verticale du pouvoir russe. Imaginons que l'opération ait été réussie. Est-ce qu'on aurait éliminé la verticale? Ce n'est pas sûr. C'est un vaste sujet. Poutine gouverne-t-il tout seul? Moi, j'ai connu une époque où je me demandais véritablement où était le pouvoir. Le partage du pouvoir entre les oligarques et l'exécutif. Poutine ne gouverne pas seul. Il gouverne avec le même groupe de personnes depuis des dizaines d'années maintenant. On parle de conflit, on dit qu'il a humilié certaines personnes au Conseil de sécurité, vous savez, juste avant le début de l'opération, etc. Mais il reste toujours là. Patrouchev est toujours là. Monsieur Narishkin, le chef du SVR, est toujours là. On dit aussi que jamais le pouvoir n'a été à ce point concentré dans les mains d'un homme. Il y a un seul homme. Vous éliminez le chef d'État, reste le groupe. Ou alors vous éliminez le groupe tout entier parce que le chef d'État a disparu, mais à ce moment-là, on entre dans une période d'aventurisme. Qui peut prendre ce risque? Même l'Ukraine. Donc la conclusion que je tire, c'est que le drone est bien passé. Le drone est passé. Il a franchi les contrôles, les obstacles, les réseaux défensifs. Donc c'est un message, la capacité des Ukrainiens à franchir les défenses russes. Et deuxièmement, le message peut aussi être, s'il y a eu une volonté de ce type, de dire que n'importe quelle cible, toute cible est atteignable par les Ukrainiens. Je vois ce message-là. Si message il y a eu. Non, on peut même imaginer que le degré de précision de ce drone était insuffisant pour vraiment frapper à l'endroit où se serait trouvé Vladimir Poutine à ce moment-là, mais que le coup d'éclat qu'aurait représenté l'explosion d'un engin comme celui-là à 1 km ou 2 km aurait déjà été suffisant pour secouer quand même la Russie ou peut-être l'opinion russe. Quel est votre sentiment, Catherine? Mais moi, je pense que ça la secoue déjà. C'est-à-dire que là, on est presque plus dans la guerre psychologique que dans la guerre purement militaire, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses. Effectivement, soit ils ont tenté de viser Vladimir Poutine, et à ce moment-là, ça voudrait dire en effet un changement d'analyse du pouvoir ukrainien qui, semble-t-il, effectivement, ne veut pas viser la tête du Kremlin, en tout cas pour l'instant. Et puis surtout, ça veut dire que les Ukrainiens ont la capacité, effectivement, de voler, comme vous l'avez dit, durant 400 ou 500 kilomètres au-dessus de la Russie sans que personne ne réussisse à intercepter le drone, alors que c'est quand même aussi une bataille de drones, c'est la guerre actuelle. Mais ça veut dire aussi... Si la théorie du général est vérifiée, et en principe tout ce que dit le général est vérifié, mais si c'était une livraison, entre guillemets, d'explosifs, ça veut dire qu'au sein de la Russie et au cœur du dispositif politique et militaire, c'est-à-dire aux portes de Moscou, il y a des partisans qui sont là, russes ou ukrainiens, et qui sont prêts à frapper. Soit effectivement des fanas mili, là, des blogueurs, soit éventuellement autour... Du pouvoir russe. Donc là, quand même, pour les services de renseignement russes, c'est quand même un vrai défi et c'est une menace. Et puis après, dans l'opinion publique russe, on a toujours dit, les Russes, effectivement, ne manifestent pas d'opposition à la guerre tant qu'ils ne sont pas visés précisément. Là, si on leur explique qu'il y a des livraisons d'explosifs avec des gens qui peuvent passer à l'action sur le sol russe, ça peut aussi avoir un effet sur l'opinion publique russe. Vous parlez d'action psychologique, vous parlez de la possibilité de frapper à l'intérieur, peut-être avec des partisans à l'intérieur. Je vous donne la parole, Jean, mais regardez ces dernières images. C'était il y a 1 heure et demie. On a appris qu'un nouvel incendie géant s'était déclaré. Alors certains parlent d'explosion, des témoins parlent d'explosion. On n'en a pas eu la confirmation. On est dans le quartier financier de Moscou. Donc on avait fait part de ces incendies au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, dans un autre bâtiment au cœur du pouvoir.
Bref, il y en a un par semaine, et peut-être davantage. Et ça, les Russes le voient. Alors peut-être que c'est une coïncidence, encore une fois, de même que c'était une coïncidence la visite de Vladimir Poutine et ce drone qu'on retrouve à 25 km. Mais c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup de coïncidences. Jean, je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou un regard là-dessus. D'abord, sur le drone employé, c'est clairement pas un drone qui était destiné, je suis d'accord avec le général Trinquant, à assassiner Vladimir Poutine. Si vous voulez un drone capable d'assassiner une personne ou un groupe de personnes, il y a un drone américain qui s'appelle le Raptor, qui vous fait des frappes à un endroit très précis et avec image satellite, et là vous ne loupez pas votre cible. Mais là il y a un feu rouge absolu des États-Unis pour que l'Ukraine utilise une de ses armes pour aller frapper en sol russe. Qu'un drone de cette nature arrive directement à l'endroit où se trouve Vladimir Poutine, qui est en déplacement dans une zone industrielle, franchement, c'est de l'ordre de 1 sur 1000, la chance d'y arriver. Il n'arrive pas si loin quand même. Et il a 20 km, c'est quand même pas mal. 20 km 20 km, ouais, c'est 20 km. Oui, mais c'est quand même 20 km. Alors ensuite, deuxième chose, il faut regarder un peu l'histoire. Est-ce que dans l'histoire récente, des temps modernes, on pourrait remonter à la haute antiquité, on a déjà exécuté un chef d'État d'un pays en guerre? Est-ce que c'est arrivé? Ou tenter d'exécuter. Oui, ou tenter d'exécuter. Parce que la tentative, de toute façon, on n'en parle pas. C'est-à-dire, on revendique éventuellement quand ça réussit. On revendique rarement un échec. Déjà, rien que là, c'est problématique de revendiquer un échec. Ça veut dire, on s'est un peu loupé, on est désolé, etc. On dit, oui, mais c'est un message envoyé. Ah oui, mais on peut dire que Poutine peut dire, oui, vous regardez, vous avez tapé à 20 km, je suis tranquille avant que vous m'atteigniez. Donc, dans l'histoire, l'homme qu'on aurait dû abattre, il y a plusieurs hommes qu'on aurait pu abattre. C'est Adolf Hitler, Staline, un certain nombre de chefs d'État africains, on a cherché à abattre Saddam Hussein, et au final, Saddam Hussein, on a dû le chercher au fond d'un trou pour le tirer de là et aller le pendre. C'est ça la réalité, c'est que ces gens sont extrêmement protégés, ces gens changent de programme au dernier moment, et en plus, est-ce que c'est notre intérêt d'abattre le chef de l'État? Je crois que les Ukrainiens, de ce point de vue-là, officiellement en tous les cas, quand ils parlent de justice internationale, ils font régner la peur, non seulement au sommet de l'État, mais aussi dans les échelons intermédiaires. Vous éliminez Vladimir Poutine, comme vous venez très bien de le dire, c'est bien quelqu'un qui va prendre le pouvoir. Il faut que vous soyez certain de votre coup, que ça va entraîner une capitulation. Si on avait tué Adolf Hitler, est-ce que l'Allemagne aurait capitulé? Vraie question. Moi, je ne suis pas du tout certain. Il y avait des gens qui étaient là pour prendre sa succession, et la guerre aurait sans doute continué. D'ailleurs, c'était l'analyse qu'avaient faite à l'époque les Américains. C'est un appareil qui fait la guerre. Là, il ne faut pas être modeste. Qui pourrait prévoir les conséquences de la mort de Vladimir Poutine aujourd'hui sur le système russe? C'est impossible à prévoir. Mais pareil, pour Adolf... ça peut tout désorganiser ou peut-être rien du tout. Mais David, c'est la même chose pour Adolf Hitler et c'était la même chose pour Staline. Est-ce que la mort de Staline a d'un seul coup produit la démocratie? Je veux dire, non, il ne s'est rien passé. Il y en a un autre qui lui a succédé, et parce que le système ne tient pas que sur un homme. La terreur stalinienne s'est amoindrie, mais le système a perduré. Donc je ne crois pas. Je crois vraiment que tous les Occidentaux, enfin les démocraties et les Ukrainiens, je crois qu'ils font exactement cette analyse-là. Ça ne sert à rien de l'abattre. C'est tout le système qui doit s'effondrer. Bon, oui. Je reviens une seconde sur le deuxième commentaire que je faisais. La politique des Ukrainiens, il y avait aussi un risque de victime collatérale. Il s'agit d'un parc industriel, on peut imaginer que si tant est qu'il y a eu cette cible-là, il y avait un risque de victime collatérale. Les Ukrainiens ne pouvaient pas se permettre ça. En tout cas, c'est bien ce qu'ils déclarent. Ils veulent éviter les civils. Et donc alors... Si la fameuse statuette explosive qui a été remise dans ce café de Saint-Pétersbourg était bien un acte préparée par les Ukrainiens, elle aurait pu aussi faire beaucoup de victimes civiles. Elle a fait une trentaine de blessés. Elle a fait une trentaine de blessés, par ailleurs. Morts, mais il y a une trentaine de blessés autour. Hein. Oui. Non, c'est pas simplement, je veux votre sentiment sur ce que dit Jean. Et ce que vous dites aussi, on n'a aucune certitude qu'aujourd'hui, s'en prendre physiquement à Vladimir Poutine pourrait déstabiliser la Russie en guerre. Mais est-ce que, du point de vue du droit international, l'Ukraine serait fondée à tenter d'assassiner Vladimir Poutine? De tuer Vladimir Poutine, d'ailleurs, disons. Est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est super intéressant comme question.
On peut considérer que Je ne suis pas sûr. il y a 2 pays en guerre et que le chef de guerre qui a envahi l'Ukraine, c'est quand même Vladimir Poutine. Je pense que là, d'un point de vue droit international, ça engagerait la responsabilité de l'Ukraine et de Zelensky qui a donné l'ordre. Vous n'avez pas le droit de commettre des crimes de guerre. Dire l'assassinat d'un chef d'État, ça serait un crime de guerre. Il faut qu'il soit jugé, éventuellement pendu, mais vous n'avez pas le droit de lui tirer une balle dans la tête. C'est le commandant en chef des forces armées. Oui, mais néanmoins, vous devez respecter le droit de la guerre. Et le droit de la guerre, c'est pas abattre le général en face. Et c'est la différence entre ce qui s'est passé avec le général Gerasimov qui était sur le front. Voilà. Il y avait un tir d'artillerie qui a eu à côté, c'est la guerre, et puis un chef d'État qui est ailleurs. Mais je crois plus simplement, si la thèse que je pousse est que c'est la livraison d'explosifs, c'est qu'aujourd'hui, un journal fait le lien entre de la livraison d'explosifs pour des attentats qui peuvent être du type de ce que vous nous avez montré tout à l'heure dans le centre financier de Moscou, et une éventuelle visite du président Poutine qui était prévue là. Et là, de dire qu'il pourrait être ciblé lui aussi. Et ça, c'est autre chose, c'est du soft. C'est de la guerre psychologique. C'est de la guerre psychologique, ça. Et est-ce que, les services de renseignement ukrainiens ou le ministre de la Défense ukrainien n'auraient pas dit, dans ce cas-là, c'est complètement fantaisiste, nous n'y sommes pour rien? Non, mais vous avez vu que sur beaucoup d'attaques, il y a eu des attaques de drones. En général, ils ne disent rien. Ouais, c'est ça. Et on montrait lundi l'interview du chef d'état-major à qui on posait la question et qui dit « je vous répondrai après la guerre ». Voilà. Et puis c'est bien qu'il y ait des attaques. Bon, un dernier mot. Patrick Pascal, vous vouliez intervenir? Non, c'est une opération psychologique, mais qui peut aussi être retournée. Poutine, à la limite, finit par apparaître comme une victime. Et puis surtout... Et d'ailleurs, une chose qui est curieuse, c'est que Peskov, le porte-parole, a dit que le président ne sortait plus. C'est une manière de dire « n'essayez pas si vous voulez essayer autre chose ». Mais il me semble qu'il y a eu une première réaction assez rapide de Moscou, ne contestant pas le fait que le président Poutine avait voulu aller sur ce site industriel. Donc les Russes auraient pu se taire à ce moment-là. Donc ils admettent qu'il y a pu peut-être avoir un danger pour le président. Donc le président Poutine apparaît comme quelqu'un qui finalement était la cible d'une attaque insensée.